En janvier 1913, le célèbre mathématicien britannique Godfrey Harold Hardy reçoit une lettre inhabituelle par la poste. Elle commence ainsi. « Cher monsieur, je me permets de me présenter à vous en tant qu'employé du département des comptes du bureau du Port Trust à Madras avec un salaire de seulement 20 livres sterling par an. » Elle présente ensuite des affirmations apparemment scandaleuses selon lesquelles son auteur a fait des progrès étonnants sur une théorie des séries divergentes en mathématiques et a résolu un problème bien établi de distribution des nombres premiers. En tant que mathématicien éminent, il n'est pas rare que Hardy reçoive des lettres de fanatiques et de fêlés, faisant des déclarations ridicules et des affirmations farfelues. À première vue, il s'agit d'un cas typique. Pourtant, en y regardant de plus près, Hardy s'aperçoit rapidement que cette lettre est tout à fait différente. Sur 10 pages, la lettre contient 120 théorèmes mathématiques avancés. Certains, réalise Hardy, semblent être des redécouvertes indépendantes de concepts déjà prouvés, tandis que d'autres semblent tout à fait révolutionnaires, déconcertant même le grand Hardy. Après avoir montré la lettre à son collègue John Edensor Littlewood, Hardy conclut que les résultats doivent être vrais car, s'ils ne l'étaient pas, personne n'aurait eu l'imagination de les inventer. Immédiatement, il suppose que la lettre a été écrite par un mathématicien de haut niveau, une sorte de génie, comme Euler ou Jacobi. Une seule question subsiste. Qui était cet homme mystérieux, ce commis indien gagnant 20 livres sterling par an? Comment se fait-il que cet inconnu ait pu atteindre et même dépasser les plus grands mathématiciens du monde? Le 22 décembre 1887, un enfant est né à Madras, en Inde, l'un des nombreux enfants d'un pays qui comptait à l'époque près de 300 millions d'habitants. Il reçoit le nom de Ramanujan, qui signifie « le frère de Rama », divinité hindoue. Mais il ne s'agit pas d'un enfant comme les autres. Avant même d'atteindre la puberté, Srinivasa Ramanujan était devenu un prodige des mathématiques presque totalement par accident. À l'âge de 11 ans, il avait épuisé et dépassé les connaissances de 2 collégiens qui se trouvaient être en pension dans sa famille. À 13 ans, il maîtrise la trigonométrie avancée sans professeur, seul, à partir d'un livre qu'on lui a prêté, et commence à créer ses propres théorèmes. À 16 ans, il tombe par hasard sur un exemplaire de l'ouvrage fondamental de George Shoebridge Carr, A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics, et commence à travailler sur les 5000 théorèmes qu'il contient. L'année suivante, Ramanujan a développé et étudié de manière indépendante les nombres de Bernoulli et a calculé la constante d'Euler-Mascheroni avec 15 décimales, achevant ainsi, en tant qu'adolescent et sans mentor, ce que les plus grands esprits mathématiques du monde avaient laborieusement accompli pendant des siècles. Ses pairs et camarades de classe ont déclaré qu'ils le comprenaient rarement et qu'ils se contentaient de lui vouer une admiration respectueuse. Le directeur de son école, en lui remettant un prix de mathématiques, a déclaré que Ramanujan méritait une note supérieure à la note maximale. En reconnaissance de ses capacités évidentes, Ramanujan a reçu une bourse à la fin de ses études secondaires pour étudier au prestigieux Government Arts College à Kumbakonam. Mais, une fois sur place, il ne pouvait se concentrer que sur les mathématiques, échouant à la plupart de ses autres cours et voyant sa bourse révoquée. Il a quitté l'école, puis y est retourné, puis l'a quitté à nouveau, avant d'accepter un emploi d'employé de bureau subalterne au sein du gouvernement. Pendant tout ce temps, il a poursuivi des recherches mathématiques indépendantes dès qu'il en a eu l'occasion, vivant souvent dans la pauvreté et au bord de la famine, soutenu uniquement par son intelligence intrinsèque. Il se peut que l'histoire de Ramanujan se soit arrêtée là, inconnue, et non découverte dans un bureau poussiéreux, enfoui sous les détails d'un employé de bureau. Il en aurait peut-être été ainsi sans une lettre qu'il écrivit en 1913 à G.H. Hardy. Après avoir sauvé la lettre de Ramanujan de la poubelle de l'histoire, au sens propre comme au sens figuré, Hardy a heureusement eu l'esprit assez ouvert pour reconnaître qu'il avait découvert quelque chose d'incroyable chez son auteur. Dans un élan d'excitation qui survient lorsque les experts reconnaissent la virtuosité, il a immédiatement tenté de faire venir Ramanujan en Angleterre pour qu'il le rejoigne à l'université de Cambridge. Après quelques résistances initiales, Ramanujan accepte et entreprend un voyage ardu à travers le canal de Suez, du joyau de l'Empire jusqu'à son cœur. À son arrivée en Angleterre, Ramanujan étonne Hardy par ses capacités naturelles.
Il s'agit d'un mathématicien sans formation, au style excentrique que personne n'a jamais vu auparavant et dont le talent semble illimité. Grâce à leur collaboration, Hardy fournit à Ramanujan la formation qui lui manquait, polissant métaphoriquement le diamant du mieux qu'il pouvait. Bientôt, Ramanujan stupéfie les mathématiciens chevronnés en leur présentant des théorèmes qui n'avaient pas été résolus depuis des siècles et des idées qui n'avaient jamais été envisagées auparavant. En peu de temps, il est devenu une figure quasi mythique de la communauté mathématique, une sensation aux capacités apparemment impossibles. À 31 ans, il est nommé l'un des plus jeunes membres de la Royal Society, puis devient le premier Indien élu membre du Trinity College. L'enfant prodige était devenu un phénomène à l'âge adulte. Puis aussi vite qu'il était venu, il a disparu. À la fin de la Première Guerre mondiale, souffrant d'une mauvaise santé due aux privations imposées par son régime végétarien religieux, Ramanujan rentre en Inde. Peu après, il meurt à l'âge de 32 ans. Des années après la mort de Ramanujan, on a demandé à Hardy d'évaluer d'éminents mathématiciens sur la base de leur talent pur en utilisant une échelle de 1 à 100. Il se donne un 25, son collègue et ami Littlewood un 30. Il donne un 80 au légendaire mathématicien allemand David Hilbert, l'un des esprits les plus influents du XIXe siècle. À Ramanujan, il a attribué la note de 100. Ayant travaillé plus étroitement que quiconque avec Ramanujan, Hardy a commémoré sa capacité unique dans la déclaration suivante. Il combinait un pouvoir de généralisation, un sens de la forme et une capacité à modifier rapidement ses hypothèses, qui étaient souvent vraiment surprenants et qui l'ont rendu dans son domaine particulier sans rival à son époque. Les limites de ses connaissances étaient aussi surprenantes que leur profondeur. Voilà un homme qui pouvait élaborer des équations modulaires et des théorèmes d'un ordre inouï, dont la maîtrise des fractions continues dépassait celle de n'importe quel mathématicien au monde, qui avait trouvé lui-même l'équation fonctionnelle de la fonction zeta et les termes dominants de bon nombre des problèmes les plus célèbres de la théorie analytique des nombres. Et pourtant, il n'avait jamais entendu parler d'une fonction doublement périodique ou du théorème de Cauchy, et n'avait en fait que l'idée la plus vague de ce qu'était une fonction d'une variable complexe. En bref, Ramanujan a été capable de surpasser même les plus grands mathématiciens tout en ne connaissant pas les outils de base qu'ils utilisaient. Il n'a pas construit ses travaux sur ceux des autres, mais a plutôt semblé les inventer lui-même. Au total, Ramanujan a compilé quelques 3900 résultats mathématiques au cours de sa vie. Depuis sa mort, la quasi-totalité de ses affirmations se sont révélées exactes, ouvrant des domaines d'études entièrement nouveaux et inspirant de nombreuses autres recherches. En fait, son influence sur le domaine a été si importante que le Ramanujan Journal a été créé en tant que publication scientifique consacrée uniquement aux travaux dans les domaines des mathématiques influencés par Ramanujan. Mais au fil des décennies, quelque chose d'encore plus époustouflant est apparu, une autre couche de la légende de Ramanujan. Au fur et à mesure que la science et les mathématiques se sont développées et ont évolué, les travaux de Ramanujan sont devenus pertinents pour des domaines d'études qui n'existaient même pas de son vivant, comme l'informatique, l'ingénierie électrique et l'étude des trous noirs. Considérons par exemple qu'à son époque, personne ne savait que les trous noirs pouvaient être étudiés, alors que Ramanujan avait déjà mis au point une formule qui serait utilisée pour décrire leurs propriétés des générations plus tard. Comme l'a récemment décrit le mathématicien Ken Ono de l'université Emory d'Atlanta, en Géorgie, les formules de Ramanujan ont permis d'entrevoir des théories que Ramanujan n'aurait probablement pas pu formuler lui-même. Des théories dont personne n'avait besoin, jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Comment cela est-il possible? Comment Ramanujan a-t-il pu connaître des choses qui n'existaient pas? Comment a-t-il pu fournir des informations qui dépassent de loin ceux que l'on comprenait à son époque? Ono a déclaré à ce sujet « Il est inconcevable qu'il ait eu cette intuition, mais il a dû l'avoir », tandis que son collègue mathématicien Freeman Dyson de l'Institute for Advanced Study de Princeton a déclaré que Ramanujan avait des sortes de tours de magie que nous ne comprenons pas. Peut-être Dyson avait-il raison. Peut-être y avait-il un facteur que nous ne comprenons pas à l'œuvre, pas de la magie, mais quelque chose d'autre. Ramanujan était connu pour être un hindou profondément religieux. Il a souvent attribué ses capacités mathématiques à la déesse de sa famille, Namagiri, affirmant que « une équation n'a de sens pour moi que si elle représente une pensée de Dieu ». Il a raconté qu'il rêvait de gouttes de sang,
qui symbolisèrent cette déesse, et qu'après ses rêves, il recevait des visions de formules mathématiques complexes sur des parchemins qui se déployaient devant ses yeux. Cela peut sembler difficile à croire, ou peut-être comme si Ramanujan avait cédé à son excentricité, mais curieusement, ce n'est pas une histoire unique parmi les penseurs de haut niveau. Le créateur du tableau périodique, le chimiste russe Dmitri Medvedev, a déclaré qu'il avait rêvé que tous les éléments, y compris ceux qui n'avaient pas encore été découverts, se mettaient en place devant lui. Albert Einstein était célèbre pour ses expériences de pensée, au cours desquelles il s'asseyait dans une solitude tranquille et imaginait les résultats de concepts théoriques. C'est au cours de l'une de ces expériences de pensée qu'il a trouvé la célèbre équation E = sin mc². Même le cofondateur d'Apple, Steve Jobs, aurait trouvé l'inspiration pour l'iPhone dans un rêve éveillé. Il existe de nombreuses histoires de ce type parmi les penseurs les plus légendaires de l'humanité, des histoires d'inspiration aléatoire, semblant sortir de nulle part. Mais il existe une explication qui va au-delà de la magie ou de la sérendipité. L'explication réside dans ce que l'on appelle les archives akashiques, tirées du mot sanskrit akash, qui désigne l'essence de toutes les choses du monde matériel, ce que Platon et Aristote appelaient la quintessence. Les archives akashiques sont une base de données universelle de toutes les connaissances et expériences humaines. Cette base de données serait située sur un plan d'existence supérieur et accessible à tous et à tout moment. Les partisans de ce concept soulignent que même la tradition chrétienne semble faire allusion à l'existence de cette base de données. Dans Apocalypse 20:12, l'apôtre Jean écrit « Je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. » Ce « livre de vie » n'est-il qu'un autre nom pour les archives akashiques? Peut-être que lorsque Ramanujan a eu des visions de formules mathématiques complexes, que Medvedev a rêvé du tableau périodique, qu'Einstein a mené des expériences de pensée, ou que Steve Jobs a vu l'iPhone dans un rêve éveillé, ce qu'il faisait en réalité, c'était accéder aux archives akashiques. Le plus fervent défenseur de l'existence des archives akashiques n'est sans doute autre que Nikola Tesla. Dans son livre Man's Greatest Achievement, la plus grande réalisation de l'homme, publié en 1907, Tesla a déclaré que toute matière perceptible provient d'une substance primaire, ou ténuité au-delà de toute conception, remplissant tout l'espace, l'akasha, ou éther luminifère, sur lequel agit le prana ou force créatrice vivifiante, appelant à l'existence, dans des cycles sans fin, toutes les choses et tous les phénomènes. Une autre citation bien connue de Nikola Tesla est la suivante. « Mon cerveau n'est qu'un récepteur. Dans l'univers, il y a un noyau à partir duquel nous obtenons la connaissance, la force et l'inspiration. Je n'ai pas pénétré les secrets de ce noyau, mais je sais qu'il existe. » Cela expliquerait-il pourquoi ces personnes étaient si en avance sur leurs contemporains? Auraient-ils pu accéder aux archives akashiques où sont stockées toutes les connaissances et expériences humaines? Cela pourrait également expliquer les enfants prodiges comme Mozart, qui n'auraient pas dû être capables d'atteindre un tel niveau de compétence à un si jeune âge, ou pourquoi des inventions historiques comme le téléphone, l'avion et la théorie de l'évolution ont été développés non seulement par Alexander Graham Bell, les frères Wright et Charles Darwin, mais aussi indépendamment par d'autres personnes, presque exactement à la même époque. Il s'agit peut-être d'individus qui ont accédé indépendamment aux connaissances contenues dans les archives akashiques. Pour Ramanujan, cela soulève une question importante. Il semble que chaque année, ces travaux apportent de nouvelles révélations, de nouvelles applications pertinentes, que ce soit dans le domaine des trous noirs ou dans d'autres domaines. On a déjà émis l'hypothèse qu'à l'avenir, les travaux de Ramanujan pourraient avoir une importance cruciale pour des concepts de niveau supérieur tels que le voyage dans le temps, l'antigravité et l'énergie illimitée. La question qui se pose est la suivante. Si Ramanujan a effectivement accédé aux archives akashiques, cette base de données universelle de toutes les connaissances humaines, qu'a-t-il appris? Quels enseignements a-t-il pu nous laisser que nous n'avons pas encore découverts? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous
et cliquez sur le bouton de notification pour ne pas manquer les vidéos étonnantes à venir.